En 2004, nous avons achevé la traversée de l'Afrique à pied, un long périple de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard, nous sommes repartis à l'aventure. Nous avons choisi Madagascar et un mode de transport traditionnel, la charrette. Nous voulons découvrir ce pays par des chemins de traverse. 4 ans pour faire le tour de l'île Rouge, à la découverte de sa diversité culturelle et de sa faune exceptionnelle. Bon voyage pour route. Misal Shmetsak. Ça fait 2 ans qu'on prépare ce voyage. 3 mois que je fabrique cette charrette. Le rêve est en train de prendre forme. Et c'est aujourd'hui, le 16 octobre, qu'il devient réalité. Le départ a enfin eu lieu. C'était difficile à croire tant que c'était des mots et une idée. Mais maintenant, c'est une idée en marche. Alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'être enfin partis? Ah oui. C'était long d'attendre? Ah, trop. Mais est-ce que Ça vous- fait 10 ans que vous dites qu'on part et puis c'est enfin arrivé. Depuis que t'es né en fait. Ouais, c'est ça. La pauvre chérie. Toi t'es bien là-haut? Oui. Pas trop soif, pas trop faim, pas trop chaud? Tout va bien? Oui. J'ai 6 ans et ma sœur a 9 ans. Nos parents ont choisi Madagascar à cause de la francophonie, pour qu'on joue avec les autres enfants. Mais on n'a pas besoin de parler pour jouer. À Tana, tout le monde nous a dit qu'il était impossible de faire le tour de Mada en charrette. Papa a envie de prouver le contraire. Il dit toujours « impossible n'est pas poussant ». On ne sait pas combien de temps ni de kilomètres ça va prendre, ça n'a jamais été fait. Et c'est pour ça qu'on part à l'aventure. La seule chose qu'on sait, c'est que Madagascar est un peu plus grand que la France. Quand on est arrivé à Tana, il y a 3 mois, des historiens nous ont dit que les charrettes existantes étaient beaucoup trop lourdes pour faire le tour du pays. Qu'à cela ne tienne, Alex s'est réjoui de pouvoir la fabriquer lui-même, plus légère. Bon, je commence par où? Par le commencement. Une cure d'amaigrissement de tous les bois et tout le monde met la main à la pâte. Pour les roues, faut pas pousser. On a fait appel à un spécialiste. Bravo! Arabaina! Après, il a fallu trouver le moteur. 2 beaux ébus qu'on a appelés bâbord et tribord. Papa les a choisis parce qu'ils étaient gentils. Avec ce voyage, nous voulons vivre une grande aventure en famille. Voir grandir nos enfants et les ouvrir aux beautés du monde, mais aussi à sa fragilité. Dès les premiers jours, le rythme s'installe. Il est dicté par le pas de nos ébus. Bonjour! Salam Atsar! Misal Shmetsak! Aturi! Et maintenant, c'est la partie un peu fastidieuse, il faut tout vider la charrette. Monter la tente, ça se fait très rapidement, mais après, il faut tout mettre à l'intérieur. Sarabé! Arabaina! Donc en fait, c'est plutôt elle qui devrait m'apprendre. Le soleil s'est levé. Il faut se réveiller. Tout le village est aux premières loges. On se lève tôt à Mada. Allez les poussins, en route. On quitte nos hôtes de la nuit dernière et on est super contents, il est 6 heures et on est d'attaque. Ce qui m'a attiré, moi, à Mada, c'est les enjeux entre l'homme et l'environnement. Comment sauver les dernières forêts. Tu vois, si tu lâches, il se fait mal.
Il est gigantesque. Il a des petites pinces qui vont... Oh, c'est la première fois que je vois l'intérieur de sa bouche. Et là, il tire la langue sur la caméra. On dirait qu'il a une petite bête dans sa bouche. Et c'est sa langue. Tu vois? Il a des mandibules. Bon, les petits ramusqués, là, vous venez déjeuner? À table, les enfants. Oui. Nous quittons progressivement le cœur de l'île en direction de l'ouest et de ses mystères. Les jours s'égrènent, mais côté école, on est un peu charrette. Et vous essayez de travailler là-dedans? Oui. Là, on va faire la phrase affirmative et la phrase négative. Donc, c'est assez facile. Parce que ce soir, on est assez fatigué et c'est pas le moment idéal pour travailler, pour les petits-enfants. Mais c'est le seul moment où on arrive à trouver du temps. Sinon, dans la journée, il y a trop de choses à faire et voilà. C'est l'étape. C'est l'étape. Allez, ferme l'école. Merci. Nous avons 2 bouviers pour conduire la charrette. Michel qui nous a vendu les zébus et Touve qui a fait office de traducteur. Nous les avons embauchés pour 3 semaines. Avec eux, nous apprenons à passer des ruisseaux et surtout à pousser dans des montées qui n'en finissent pas. Et dès les premiers jours, nous comprenons que nous ne pourrons pas voyager sans équipier. Dans les descentes, nous apprenons surtout à gérer la catastrophe. Filmer ou conduire, il faut choisir. Dans les rizières, la progression devient encore plus acrobatique. Le seul itinéraire passe par des digues longeant des canaux d'irrigation. Oh putain! Alexandre! La piste s'est évaporée, transformée en rizière. Pas d'autre solution que de remonter le canal. Bon, la digue était cassée, on vient de vivre un moment un peu extrême où la charrette a failli se renverser, avec les enfants dedans en plus. Et toute cette foule autour, c'était un peu stressant. On a réussi à sortir de la charrette et à la remettre dans le droit chemin. Et le droit chemin, c'est ce canal qui relie les rizières entre elles et qui j'espère, mène quelque part. Des paysans rentrant chez eux acceptent, moyennant rétribution, de nous prêter main forte. Nous sommes bientôt emportés par la foule et perdons tout contrôle sur la suite des événements. Nous suivons ce joyeux charivari en confiance. Nous apprenons à lâcher prise, ainsi que nos premiers mots de malgache. Alefa, en avant! Sans l'aide de tous ces villageois, nous comprenons que notre aventure est impossible. Même pour moi, c'est dur de monter. Alors, j'imagine pas pour les zébus. Au sommet de cette folle journée, toute cette électricité dans l'air finit par se libérer. J'ai l'impression que c'est le radeau de la Méduse à l'intérieur. Sonia est en train d'empiler les trucs. Ouais! On peut rien faire! Ça fuit pas dans la charrette? Wouhou! T'en as de la chance! Il est super rigole là. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de douche ce soir. Est-ce que t'as ton taille qui douche? Ah ouais. Et c'est bien là, j'ai fait des belles rigoles. Il peut pleuvoir encore là. Bon, on attendait la pluie, hein, il faisait chaud. J'espère que ça va un peu. On rêvait d'une douche toute la journée. Ah, une bonne douche fraîche. Ben voilà, on a été servi. Faut pas rêver, c'est interdit. Parce que les rêves sont toujours exaucés.
Les épreuves de franchissement se succèdent pendant 6 mois et nous occupent à plein temps. Plus rien ne nous fait peur. Comme pour célébrer notre descente des hauts plateaux, notre première forêt vierge nous fait un beau cadeau. Tu sais pourquoi il tire la langue? Pour ressentir. C'est ça. Même s'il vient vers vous, n'ayez pas peur. Nous découvrons avec joie nos premières espèces endémiques. Mais la vraie récompense à tous ces efforts, c'est notre débouché sur la célèbre allée des baobabs de Morondava. Ce sont des Adansonia grandidier, les plus hauts baobabs du monde. Nous voilà enfin sur l'allée des baobabs, qui est la porte du Grand Sud. Pour nous, c'était un objectif qu'on attendait depuis longtemps. On y est, et c'est vrai qu'ils sont extraordinaires. Ils sont là, séculaires, resplendissants, on les passe en revue. C'est des seigneurs de la terre. Cette merveille de la nature est aux portes de Morondava, notre première ville. Ah, ça y est, il y a des avocats, des concombres, des tomates, des petites brochettes de viande. J'ai vu des samosas. Est-ce qu'il y a des moussa kiki? J'ai vu des moussakiki aussi. Oh, des moussa kiki. Salamat. Quand on arrive en ville, on ne passe jamais inaperçu. Ah, vous êtes... Bonjour Paul. C'est incroyable, je vous ai demandé à vous parce que... Nous tombons par hasard sur notre hôte, Dada Paul, qui va nous héberger pour quelques jours. On est fatigués. On est chez Madame Yvonne. Mama Van. Mama Von. Mama Van. Merci, Mama Mama Alex, Von. Mama Van. Derrière. Message van Reysan. Ah, tu m'anines, quoi. Les amis de ma fille, ce sont mes enfants aussi. Avant de quitter Morondava, le peintre Antoine Gabin apporte sa touche à notre charrette. Nous prévoyons un tableau pour chaque grande ville pour faire de notre véhicule une œuvre d'art évolutive porteuse des talents du pays. Et voilà, c'est à ce carrefour ici qu'on quitte la piste principale et qu'on prend celle direction le sud. Objectif, Vélo-sur-Mer dans une semaine. Et dès la sortie de la ville, les acrobaties reprennent. Nous avons un nouvel équipier. Il s'appelle Revel et il a de l'énergie à revendre. À droite. Et je crois qu'on va en avoir bien besoin. Rien ne nous sera épargné aujourd'hui. On passe sous des tunnels de toiles d'araignée. Arachnophobe, s'abstenir. Merci beaucoup, Revel. Merci, Erika. Bravo. Bravo. Bravo, Assad.
Comment il s'appelle ce petit crocodile? Xavier. Non, Et qu'est-ce que vous comptez faire là? on compte le libérer. Il n'a pas essayé de vous mordre? Non, il est très gentil, le bébé Xavier. Nous avons récupéré Xavier auprès de braconniers qui comptaient le revendre à Morondave. C'est quand tu le sens, Philou? Moi, je me sentais le libérer demain matin. Tu voulais le libérer demain matin? Oui. Mais c'est cruel parce qu'en fait, il va souffrir dans son seau toute la nuit. Hein? Moi, j'aurais aimé bien le garder. Mais c'est pas pour son bien, tu sais, Philou. Pour son bien, c'est de le relâcher. Il commençait à devenir gentil. Xavier, il est trop mignon. Et regardez mon petit Xavier. Xavier. Tu dois être fière de ce que tu as fait et tu dois être heureuse pour lui. C'est pas un animal domestique, sa place est dans la nature. Il va se faire croquer Non. par les autres crocodiles. Au bout d'une semaine, les pieds dans l'eau, entre fleuves et marécages, nous rallions Belleau-sur-Mer. C'est le chantier naval le plus célèbre du pays. Depuis le 19e siècle, on y construit à l'identique des goélettes bretonnes qu'on appelle ici des boutres. Et ça nous a été confirmé par les gendarmes. La route du Sud est vraiment fermée pour cause de dalles. Les dalles, c'est les bandits de grand chemin qui volent les zébus et la piste de Morombé qui continue est fermée. Elle est fermée à la circulation, elle est fermée aux étrangers parce qu'elle est trop dangereuse. Donc ici, c'est un peu un cul-de-sac. Et on a trouvé une solution. Il y a un boutre qui va venir de Morondave, passer nous prendre. Et on va contourner l'obstacle. Ça va être magnifique d'avancer sans effort. Nous chargeons la charrette sur le Noufibé et les zébus sur un bateau à moteur. C'est l'occasion rêvée de nous reposer un peu et de profiter de la mer. On ne connaît pas bien là. On va un tout petit peu plus vite que la charrette. Ah ouais, on va plus vite que la charrette. Nous reprenons pied dans la forêt épineuse des Mikéas. Après tant d'eau, c'est la soif qui nous guette et le sable qui nous freine. Mais tout ça n'impressionne pas Ulysse. Tu t'es transpercé? Et je veux voir l'autre pied. C'est pas mieux. Nous avons pénétré un autre monde. Croisons d'autres espèces de baobabs et débouchons sur des plages ensorceleuses. Nous y découvrons le peuple Vèze. Ce sont des pêcheurs nomades qui vivent sur toute la côte ouest, dans les lagons du canal du Mozambique. Ils dorment dans des campements de fortune, sous leurs voiles, et passent le plus clair de leur temps en mer sur leurs frêles et gracieuses pirogues. Frêles, mais redoutablement efficaces. Incroyable. C'est très très beau. Dorade rose. Superbe. Une partie de la pêche est consommée, mais les plus belles pièces sont revendues à des collecteurs. Quant à moi, je découvre le monde du silence. Et je suis fascinée. Ouais, c'est surréaliste. C'est un voyage dans le temps en fait. Des lagons aussi beaux, aussi vierges, aussi purs, sans construction. C'est magique. Le soir, nous avons l'embarras du choix pour trouver un lieu de camp. Ouais, on a eu un super beau campement là. Hein. Alors maintenant on passe à la brosse dure. On a eu la brosse sympa, maintenant on a la méchante brosse. Il faut faire toujours ça en 2 temps. Parce qu'il y a du nœud, mais
T'imagines pas à quel point il y a du nœud là-dedans. Si, j'imagine. Allez, on cadence. Depuis le dernier village, nous avons été adoptés par un chien avec lequel on a joué. Philae l'a baptisé Mario. Vas-y, le chien, tu veux te brosser les dents? Et on est trop content d'avoir un nouveau compagnon. Moi aussi. Mario sera notre gardien de nuit. Nous rallions Tuléar, la porte du Grand Sud sauvage. Nous franchissons le cap mythique des 1000 km en 7 mois. Il faut savoir qu'à Madagascar, les kilomètres comptent double. Et qu'en charrette, ils comptent même triple. Ça y est, c'est nos 1000 kilomètres. 1000e kilomètre, bravo ma chérie. Ça. On vient de s'arrêter pour la pause du matin et il y a Tony qui est venu nous apporter spontanément du manioc dans une assiette. Comme ça, c'est délicieux. Ça a le goût de pommes de terre et il est cultivateur de manioc. Nistanibouli et Et Tony est le premier représentant de l'ethnie Mafal qu'on rencontre et ça place cette rencontre sous de bons auspices. Voilà. La plupart des enfants que nous croisons ont des conjonctivites que nous soignons avec des solutions ophtalmiques. Leurs parents nous en sont grés et ça chasse le mauvais œil. Merci, Tony, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon voyage. Merci madame, merci. Tu es une petite copine, Philae? Le peuple Mahafal est célèbre pour ses grands tombeaux carrés hérissés de totems de bois qu'on appelle les aloals. Ils sont souvent ornés de zébus sculptés, mais aussi d'objets familiers du défunt. Ils racontent un peu son histoire. Notre première tortue. T'as vu la taille de ses ongles? Ça. Bonjour toi. Bonjour petite tortue. Donc on rentre dans la région où c'est fade de les manger, alors il en reste encore. Les Tanalan et les Mahafal ne mangent pas les tortues. Allez, on va la cacher pour que personne ne la mange. Où on l'avait vu. Allez, cache-toi ma petite. Vas-y ma cocotte. Lassés de faire la tortue, nous sommes passés en mode 4x4. 4 fois 4 pattes. Avec ça, on frise l'excès de vitesse dans les lignes droites. Alors voilà ces petites dames qui rentrent dans Ndrouk où elles sont allées vendre leurs poissons. Et elles rentrent gaiement retrouver leurs pêcheurs et leurs chaumières. Nous faisons une petite halte à Bevoilave, notre dernier village en pays Mahafal. Ah, salama madame. Salama. Ah oui. Salama, salama. Bonjour. Salama. Bonjour madame. Et où allez-vous maintenant? À la Vanoun. À la banane. Mais on va pas arriver tout de suite. Hein. Non, dans 4 jours. La Vanoun, 4 jours. Et Batcham. 4 jours? Ulysse, dis à ton père qu'il est dort ici maintenant et à demain matin. Oh, c'est trop gentil. Merci. Comment résister à une telle invitation? La piste attendra. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ce petit garçon est un tavel, c'est-à-dire que c'est un petit survivant. Il a failli mourir la semaine dernière. Il a eu une énorme crise de palu. Il avait les mains jaunes, les yeux jaunes et tout. Il avait une fièvre colossale. Et puis il a été guéri à l'hôpital d'Ndrouk. Voilà, il est là, il va bien. Il est heureux, il fait le bonheur de sa grand-mère, de son papa. Le paludisme fait des ravages dans cette région. 3 enfants sont morts cet hiver dans ce village d'à peine 150 habitants. C'est beaucoup trop. À la demande d'Angéline, nous partageons notre recette maison contre le palu. Alors j'ai avec moi des petites graines d'artémisia qui viennent du Sénégal.
Et l'idée, c'est que ces graines-là soient accessibles aux gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire des gens en brousse, qui sont loin des dispensaires, loin des médecins, loin des CSB, et qui peuvent se prémunir du paludisme en consommant la plante issue de cette graine. En la consommant quotidiennement, en tisane ou en feuilles vertes, crues. L'arrosage se fait par capillarité. Un pot percé pour les graines. 2 cuillères de sable, toute petite cuillère, parce que là, il y a déjà 1000 graines là-dedans. On mélange comme ça les graines et le sable. Et un pot plus gros pour stocker l'eau. Parce que là, on ne fait pas de trou, évidemment. C'est ça qui va contenir l'eau. Après, on met notre petit mélange de sable et de graines. On tasse un peu. Ça va. Et là, donc, l'eau, on la met comme ça. Je suis contente de l'apprendre. Voilà. Si vous prenez une tasse de tisane par jour ou si vous mangez tous les jours les feuilles, vous n'aurez pas le paludisme. Oui, merci. Voilà. Merci. C'est Maïmaïpoun. C'est gratuit. Rabaina. Ah, Rabaina. Le jour se couche sur Bévoilave et cette belle journée avec cette famille très accueillante et sympathique. Après le dîner, c'est la fête au village. Et évidemment, on nous demande de danser. Le lendemain, avec mes copines du village, c'est atelier coiffure. Et c'est Priska qui m'a coiffée. C'est fini? Oh là là. Ouais. Ah, trop bien. On est un peu ému parce que on a passé la journée avec eux hier et la soirée et tout et il s'est passé quelque chose entre nos deux familles. Parce que c'est une femme extraordinaire, très courageuse. Très courageuse et très bonne, les deux. Maïris. Travaille bien, comme ça tu aides ta maman, d'accord? Travaille bien à l'école. Tu es dans mon cœur, je te le garde avec moi. Au revoir ma Priska. Bye bye, bon sens. Merci beaucoup. Oui. Merci Armand. Oui. Merci. Viens là. Et c'est par cette descente acrobatique que nous rallions le cap Sainte-Marie, le point le plus austral de Madagascar. Il nous aura fallu 9 mois et près de 1500 km depuis Tana. Nous sommes heureux que nos équipiers puissent découvrir avec nous les splendeurs de leur pays. J'en ai un peu marre de manger des salades. À sable. Bah oui, il n'y a pas de table, il y a du sable. En fait, quand je suis arrivée, j'ai vu que Menti, il avait la tête sur le fesse de bacon. Non, La tête sur le ventre. on n'a jamais vu ça. Mais j'ai un autre copain parmi ces deux-là. En ligne de mire, nous avons les grandes plantations de sisal de Lanouche et la réserve de Berent. Quatre espèces de lémuriens vivent à Berent. Le propythèque de Véro, Alage Sifak et le maquis sont diurnes. La nuit, sortent les microcèbes et le lépilémur. C'est un petit lémurien nocturne qui a les yeux ouverts mais qui dort en fait. Mais dans la nuit, des nouvelles de Paris ont déchiré nos cœurs.
Elle vient d'apprendre la mort de son papa dans ce paradis des animaux et trouve la consolation dans la contemplation de ce spectacle magnifique. C'est incroyable. Claude est mort cette nuit et son aquarelle vient enfin de se réaliser. Il nous avait fait une magnifique aquarelle avec un lémur catin sur la charrette. Le lémurien, tout seul, spontanément, est venu décorer, signer, orner notre charrette et accomplir sa vision. Nous rentrons d'urgence en France pour l'enterrement. Madatrek fait une pause. Mais nous reprendrons la route ici, à Bérent, au milieu des maquis consolateurs et des chifacs de velours. Nous sommes de retour après 2 mois d'absence. Heureux de reprendre la route et d'aborder enfin la côte est du pays. Fort-Dauphin est pour nous le choc de la luxuriance et de la prospérité. Fini les déserts et les cactus. Nous avons changé de versant du pays. Nos soleils se lèveront désormais sur l'océan Indien. Monsieur Dauphas décore notre charrette d'un 4e tableau. D'un coup, le paysage s'ouvre. Et c'est avec des litchis que nous fêtons nos 2000 km. Peut-être la moitié du parcours, mais qui peut savoir? Ce qu'on apprend vite, c'est que sur la côte Est, il pleut. Et pas qu'un peu. La route nationale 12 se transforme après Mananbunj en un bourbier de 150 km. Nous entrons dans Wangenjan bien fourbus. Une pause s'impose. Mais le destin ne nous laisse aucun répit. Un coup de fil de Paris nous apprend encore une fois une très mauvaise nouvelle. Alors voilà, on vient d'apprendre que la maman d'Alexandre a un cancer au cerveau. Après mon père, c'est la mère d'Alex. Donc on rentre fêter Noël ensemble. On reviendra bien sûr terminer ce voyage, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Merci de tout cœur, ma sœur, pour nous avoir si gentiment accueillis. Passe un bon Noël avec ta famille. Salut. Ciao. Combien de temps va encore durer ce voyage? Combien de maladies, combien de morts? Ces épreuves nous ont permis d'entrer en empathie avec les Malgaches. Les difficultés qu'ils affrontent tous les jours pour survivre nous ont poussés à agir. Nous avons décidé de nous mettre à leur service. À l'occasion de nos retours en France, nous avons collecté des fonds via des plateformes participatives. Ces contributions ont été versées directement à 31 projets portés par des personnes exceptionnelles rencontrées en chemin. Nous avons profité des 3 mois passés auprès de ma mère pour lancer plusieurs projets solidaires. Sur notre chemin du retour, nous passons les voir. Il y a d'abord Gilles et Suzanne Nedelec, du petit marché d'Antsirabé, qui nourrissent tous les jours, avec leur modeste retraite, une centaine d'enfants des rues. Ils ne supportaient plus de les voir se nourrir dans les poubelles. Notre collecte va leur offrir 2 ans de fonctionnement. C'est toujours un spectacle qui me prend aux tripes, qui me déchire le cœur. À mon âge, je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas si j'ai appris quelque chose dans la vie, mais ce dont je suis vraiment sûr, c'est que les enfants ne sont pas responsables de la vie qu'on leur donne. Et ça me remue trop. Donc ces enfants sont aussi les miens. Vous êtes une super famille. Grâce à Gilles aussi.
Nous passons ensuite par la léproserie de Farafangan pour tenir notre promesse à Sœur Théodora. Lors de notre premier passage, nous avions été touchés par Caroline, atteinte de la lèpre. La sœur nous avoua qu'elle n'avait plus de rayon X pour pouvoir suivre les évolutions de cette pathologie et affiner ainsi les traitements pour sa centaine de patients. Mais grâce à la générosité de nos donateurs sur Internet, nous avons pu réunir 30 000 € et acheter un nouvel appareil. C'est le cœur léger que nous retrouvons Wangenjan, où nous apportons aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 1 an de fonctionnement pour leur cantine scolaire. Et merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Notre charrette Fanantenan est heureuse de reprendre sa route. Colporteuse de toute cette solidarité, cela donne du sens à ces tours de roue. Et ben voilà, on s'engage sur une piste côtière entre le canal des Pangalan et la mer, l'océan Indien, qui va être interrompue par de nombreuses embouchures. Et il va falloir faire flotter la charrette. Tout ça pour nous éviter 150 km de goudron. Là, on prend le chemin tout droit, rectiligne. Enfin, on verra, on n'en sait rien, on ne sait même pas si ça passe. Tout le monde nous dit que ça passe pas. Alors moi, c'est justement cette petite excitation que j'aime, ne pas savoir. Jamais nous n'avons roulé aussi facilement. C'est bien qu'il y a un piège quelque part. La région s'appelle le Vatuvav Fituvinan, ce qui veut dire la déesse mère aux 7 embouchures. Sont-elles franchissables, ces embouchures? Nous n'en avons aucune idée. C'est tellement excitant de ne pas savoir. C'est ça le sel de l'aventure. Nous butons sur notre premier obstacle à Ambinan Pharaon. Les villageois sont curieux de voir comment on va se débrouiller, car il n'y a ni pont, ni bac. Alors là, l'idée, c'est de se faire un bras porteur avec 2 chambres à air de chaque côté pour l'équilibre. Ça, c'est un système, on va voir si ça marche. Salsan, mandé. Voilà. Elle flotte. Nous louons les services de 2 pirogues pour la tracter sur l'autre rive. Quant aux zébus, il n'y a qu'à mettre à l'eau tribord pour que les autres le suivent. Nous avons eu raison d'y croire. Il n'y a plus qu'à enchaîner les 6 autres embouchures, comme à l'exercice. Mais rien ne serait possible sans la gentillesse et la disponibilité des pêcheurs. Leur courage aussi, pour affronter la mer démontée. Ils risquent leur vie tous les jours pour nourrir leurs nombreux enfants. Et voilà, on est reparti de bon matin sur cette piste qui promettait d'être infernale. Mais il faut remonter le processus. Tout le monde nous disait, c'est impossible. Et moi, je suis parti de Manakar avec le nœud au ventre. Et voilà, c'est ça l'aventure. L'aventure, c'est surtout ne pas savoir et y aller malgré tout, contre tous les oiseaux de mauvais augure, tous les indicateurs qui vous disent c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ben c'est ça qui déclenche en fait. C'est l'incertitude. Quand tout le monde vous dit que c'est impossible,
Sachez que c'est possible si vous le voulez bien. Et si vous vous en donnez les moyens. Là, c'est un exemple type. Mais on ne sait pas du tout où on va, là. La route est fermée, il n'y a pas de piste, il n'y a pas d'itinéraire. Voilà, il suffit de l'inventer. Voilà, si votre métier n'existe pas, il faut l'inventer. Si ce que vous voulez faire n'existe pas, il faut le faire. Et ça existera. Après 3 mois battus par l'océan Indien et charmés par la déesse mère aux 7 embouchures, nous abordons les lacs sacrés du canal des Pangalanes. Les lacs Raswa Bay, Raswa Masai et Ampita Bay. Ils ne sont pas profonds, mais gare aux crocodiles. Nous y avons rendez-vous avec Angélique Decamp, qui tente désespérément avec son mari Stéphane de protéger la dernière forêt primaire de la côte Est, la forêt de Vohiboul. Alors on est arrivé sur les berges du lac Ampita Bay, qui est notre 3e lac sacré, près du village d'Anjanukutch. Et on est avec le président Fuktan d'Anjanukutch, qui est aussi le guide de la forêt de Vohiboul, qui est une forêt qui est juste au nord du lac Ampita Bay. Et depuis 1000 km qu'on marche sur cette côte Est, c'est la première fois qu'on voit un ensemble forestier aussi bien préservé. Et Nabé, qui est ici, protège cette forêt depuis une quinzaine d'années, avec toute la communauté locale. Et ça ne se fait pas facilement, sans heurts, parce qu'évidemment cette forêt est convoitée. Et c'est tout un bras de fer entre lui, qui a compris que c'était un patrimoine mondial de l'humanité, et un patrimoine pour les générations futures de sa communauté. Et qu'il fallait absolument le préserver. Et qu'il fallait le préserver pour qu'il soit visité et protégé. Coincée entre un long lac aux crocodiles, le canal des Pangalanes et le lac Ampita Bay, elle est malheureusement attaquée par les trafiquants de bois venus de Tamatave et commence à se dégrader. Dessus, c'est le sac de charbon. Et en dessous, il y a les bois qui ont été volés dans la forêt. En dessous, ouais. Et c'est illégal. C'est illégal. Nous traversons le lac aux crocodiles qui protège encore une partie de la forêt de ces trafics. Et dans cette zone préservée, nous attend un spectacle exceptionnel. On fait là, c'est le circuit découverte. Circuit découverte, il faut chercher. Cherche. C'est trop superficiel, là. J'en ai une. Waouh. Tu vois? Oh mais oui, t'as trouvé une petite grenouille. Vous la voyez, Nabé? Le gibet mantis. Gibet mantis. Ouais. Donc ne dis plus que je suis superficielle pour chercher. Ah ben non, tu es pas superficiel, tu vois. Venez voir, la plus petite grenouille du monde. Vous l'avez trouvée? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle est minuscule. Elle est microscopique. C'est le Stantia vohiboulensis. C'est la grenouille endémique de notre forêt de Vohiboul. Oh, elle est là. Et on dirait une puce. Ouais, elle fait des grands bonds, hein. C'est magique. Elle est toute petite. Elle est tellement... Quelle merveille. J'ai envie de l'embrasser. Si tu l'embrasses, tu l'avales. Hein. C'est gros comme une lentille. Ah, elle a sauté. Il y a dans cette forêt de lilliputiens et de fées quelque chose de magique. Et Nabé nous lance à la découverte de son plus précieux joyau. Alors, on regarde par terre parce qu'on cherche le plus petit caméléon du monde qui s'appelle le Brookesia minima. Ça fait maintenant 1h30 qu'on le cherche. Honnêtement, si je savais pas que c'était un caméléon, je dirais que c'est une fiente d'oiseau, une brindille. Je pense qu'il mesure 1 cm, 3 cm. Il mesure 3 cm. Extraordinaire. Tellement fragile, tellement vulnérable, qu'il y a une sorte de fascination là, moi. Je serais prêt à passer toute la journée à le regarder. Mais il faut bien le laisser tranquille. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit. Je sais pas quand est-ce qu'on reviendra ici. Je sais pas si la forêt existera toujours. C'est extraordinaire de voir ces choses-là. La fragilité de ces petites merveilles nous frappe en plein cœur. Nous mettons Madatrek entre parenthèses pendant 1 mois.
Avec Angélique, nous créons une association pour protéger la forêt. Nous faisons venir le ministre du Tourisme et celui de l'Environnement qui nous en accorde la gestion. Nous invitons un grand entrepreneur qui financera des projets sociaux pour les populations riveraines. Et ça commence par le toit de l'école du village, soufflé par le dernier cyclone. Mission accomplie. Nous repartons sereins. C'est ici que nos chemins se séparent. Au revoir, ma belle. Au revoir, Angélique. Au revoir. Bon, on fait notre entrée dans Tamatave la nuit. C'est toujours trop loin, on traverse une immense zone industrielle et je crois qu'on n'est pas encore rendu. Et c'est le célèbre peintre Ridge qui nous fait l'honneur de décorer la charrette avec le blason de la ville. Voilà. Quant à Revel et moi, nous rafraîchissons les peintures et les vernis de la charrette, car on nous dit que la RN5 qui mène au nord du pays est la pire route du monde. Et voilà, l'Espérance est restaurée. On peut repartir. Nous prenons la tangente vers la plage, car nous avons quelque chose d'important à fêter après 2 ans de voyage. Mais notre joie va bientôt être douchée. Nous attaquons la fameuse RN5. On nous avait prédit des cailloux et des bourbiers, mais ce sont sablières et brûlis qui nous éprouvent pendant 4 longs jours. Bon, il y a des pierres, c'est sûr, mais on a vu pire. Hein. Ouais, mais c'est pas là le pire. Hein. Non, je sais, on y va piano là. On sait que les épreuves sont pires devant, mais là pour l'instant, ça passe. La route nationale, c'est comme un piège, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'est comme un jeu vidéo, on doit franchir les tableaux. Et c'est de plus en plus dur les tableaux. Il faut éviter game over. Bon ben, ce matin, j'ai fait les frais d'un zébu. J'ai été chargé par zombie et ben, j'ai essayé de me défendre. Et je peux vous le dire, le crâne d'un zébu, c'est dur. Je me suis peut-être cassé le petit doigt. En tout cas, on s'apprête à affronter la partie la plus acrobatique de la piste. Et malheureusement, je vais être un petit peu hors jeu là. Attends. Oh, ça. Bonne manœuvre. Oh. Nous avons embauché 4 pousseurs pour la journée. Oh là là, à gauche. À gauche. Attention, Revel. Oh là là. Bon, moi je suis pas en très bon état là. Ma main ne va pas mieux. Ah, chier. Ah. Et j'ai 39 de fièvre à cause d'une morsure de tique. Il n'y a pas de médecin sur la RN5. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer pour nous tirer de ce pétrin. Non mais arrête ne pousse pas. Je vois le bandage, il se fend. Il est en train de se déchirer le bandage. Et voilà, bandage démonté. Mise à nu, les roues sont plus fragiles que jamais. La RN5 ne nous fait aucun cadeau. Je tiens, ça va. Ne bascule pas. Montée, descente, cailloux, rien ne nous est épargné. Attention. Sur la route, nous croisons plusieurs véhicules cassés malgré leur équipement renforcé. Tout le monde trinque sur la RN5. Vous ne passerez pas 2 fois par ici? Non, ça risque pas. Nous ne prendrons cette route qu'une fois. Mais pour les riverains, ce rodéo est quotidien. La route a même son hymne, la chanson du groupe Les Robert. Mila Fanamboarana. On veut des travaux.
Bon, sous la pluie, ça continue. Hein. Boulot. Ça y est, ça y est, ça y est. Il ne nous reste que 7 km pour rejoindre Mananar. Mais tout ce qui se fait de pire sur cette piste est réuni ici. Les cailloux, les ornières, la boue. Même les zébus arrivent à épuisement. Au départ d'Anové, les villageois étaient convaincus que nous ferions rapidement demi-tour. Mais nous avons réussi à rejoindre Mananar au prix de 80 km destructeurs. Alors, malgré les apparences, nous sommes à Mananar. Depuis que le dam s'est résorbé, les eaux cassées se touchent. Ça fait un mal de chien, en fait. Nous pénétrons dans la ville sur les rotules, mais la tête haute. Nous avons gagné notre objectif, mais le tribut est cher payé. Nous n'avons pas le choix. Nous laissons Revel et la charrette. Retour à la case départ, par évacuation sanitaire, d'abord vers Tana, où ma fracture est confirmée. Oh punaise. C'est la fracture des boxeurs. Je pars ensuite à La Réunion pour un bilan sanguin et une belle opération. Alors là, je suis en salle de réveil. Ça s'est super bien passé. La radio est nickel. Il y a une belle broche qui est à l'intérieur. Le tout assorti d'un mois de convalescence obligatoire. Nous profitons de cette immobilisation forcée pour découvrir un homme exceptionnel. À Tana, la messe du Père Pedro est un événement incontournable. Tous les dimanches, dans une salle multisport aménagée en immense église, ces cérémonies pleines de danse, de couleurs et de ferveur peuvent réunir jusqu'à 10 000 personnes. Prêtre argentin d'origine slovène, Pedro Opeka est très influent sur lui. Il est le fondateur de l'association Akamasu qui recueille les plus démunis pour leur offrir éducation, travail et dignité. Un père bienfaiteur dont l'aura est incommensurable. Après l'office, nous retrouvons Père Pedro chez lui, où il accueille des enfants de la rue et des femmes dans le besoin, bien souvent des filles mères. Après la messe, l'Eucharistie, il y a une autre messe, la messe des pauvres, où les gens disent, bon, tu as bien parlé, maintenant aide-nous. Il y a 30 000 personnes qui passent par an. Ici. 30 000 personnes. Et vous avez 30 000 en permanence? Non, 25 000 en permanence, plus 30 000 qui passent. Nous arrivons à Ambanyal, là où tout a commencé. Tout le monde dit bonjour. Hein. Ah ouais. Pas une personne qui dit pas. Hein. Ah ouais. De tous les âges. Hein. En 1989, déjà missionnaire depuis 14 ans dans la brousse malgache, Père Pedro songe à quitter l'île quand il tombe sur cette immense décharge. Il y voit des enfants dans un dénuement total, arpenter pieds nus les montagnes de détritus pour récupérer le moindre objet susceptible d'être revendu dans la rue. Choqué par l'extrême pauvreté de cette population abandonnée, il décide de poser ses valises ici. L'école commence sous un arbre, quelques cabanes en bois remplacent les bidonvilles. Les travailleurs quittent la décharge et deviennent les maçons de leur propre maison. C'est leur nouveau métier. Puis le village s'agrandit et les constructions s'améliorent. Des rues pavées naissent, puis des égouts et l'eau courante. Le Père Pedro devient bâtisseur, entraînant avec lui une communauté qui ne cessera de grandir. Alors voilà, autrefois c'était tout comme ça ici, tout comme ça. Et bon, vous savez, on ne peut pas ne pas aider ces personnes-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Nous avons la même dignité. Pourquoi les uns doivent vivre dans des conditions si horribles, si inhumaines, et bien d'autres vivent dans un confort qui dépasse les normes, qui dépasse le bon sens, comprenez? Passe les bons sens. Moi, je vis avec eux depuis 47 ans. Je vois que la joie de vivre, ce n'est pas d'avoir plus, mais c'est d'être plus.
mais avoir le nécessaire. Quand Avoir même. le nécessaire. Le minimum. Le minimum, exactement. Le nécessaire. Ça aussi. Au-delà des prouesses matérielles, c'est ça la force de l'association. En bientôt 30 ans, les premiers enfants d'Akamasou sont devenus médecins, professeurs, artisans et participent au rayonnement de la communauté auprès des élites. Mais surtout, il règne ici un calme, un respect et une bienveillance que nous n'avions jamais vus dans un quartier pauvre. Ici, chaque euro qu'on nous donne, il est dépensé pour les plus pauvres, pour chaque enfant. Ici, tout est partagé, tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre vie, aussi notre patience, aussi notre amour, notre santé, notre persévérance. Et chaque euro qu'on reçoit, eh bien, il est multiplié par 10 ici, par 10. Et quand les gens voient cela, ils veulent participer. Et nous aussi, nous décidons sur le champ d'organiser un financement participatif afin de réunir les 20 000 € nécessaires pour bâtir 4 maisons pour 4 familles arrivées le jour même. Et ici, bientôt, il y aura 4 logements. Grâce à vous, grâce à votre générosité. On est très surpris en venant à Kamasou de voir ces sourires, cette joie, ce calme. C'est un des endroits les plus joyeux de Madagascar. Hein. Je le dis toujours, quand vous aimez la fraternité, quand vous aimez le respect, l'entraide, la joie de vivre, vous récoltez la même chose. Hein. Akamasou veut dire les bons amis. Ma main est guérie et notre morale restaurée. Il est temps de repartir. Et je me dis que sans cette main cassée, nous n'aurions jamais rencontré cet homme incroyable. Tout est grâce. D'un coup d'aile, nous rentrons à Mananar, réparons notre charrette et traversons la baie d'Antongil sur un caboteur. Mais à l'arrivée, nous sommes encore fauchés dans notre élan. On dirait que les zébus ont été blessés dans la traversée. Cela n'a pas l'air trop grave, mais Tribord et Zorg boitent. On n'a pas d'autre solution que d'attendre. Hein. Convalescence, hein. Zébus convalescents. Mais, est-ce que je vois du sang, là? Les escarres de nos zébus sont bien plus graves qu'estimées. Au fil des jours, elles laissent apparaître de terribles abcès. Si nous ne faisons rien, c'est la gangrène assurée. Celui-là aussi. Ah ouais. Oh putain, celui-là aussi, il a ouvert. C'est moisi, c'est pourri. Ah ouais, c'est pourri. Hein. Avec les moyens du bord, je m'improvise alors en chirurgien vétérinaire urgentiste. C'est ça qu'il faut faire ressortir. Allez, bétadine maintenant. Les chirurgiens appellent ça une mèche. Et est-ce que ça va tenir? Et vient le tour de Mainti. Sa blessure est pire encore. Bon, c'est une tentative, hein. On défait le frein? Je fais le frein. Mario, viens ici. On part, quoi. Darwin Bay, hein, ça commence. Tel un miracle, 12 jours ont suffi à Zorg et Mainti pour se remettre sur pied. Leurs plaies sont encore ouvertes, mais elles ont séché et l'infection a stoppé grâce à l'injection quotidienne d'antibiotiques. Vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de réunir tous les paramètres pour faire rouler une charrette à Madagascar. Et là, les paramètres sont réunis. La météo est relativement clémente, les zébus sont en forme, la charrette est réparée, Revel, il est au top. Et c'est reparti, mon kiki. Notre objectif, c'est Antala. Mais d'ici là, une centaine de ponts et de fleuves nous attendent avec leurs pièges. Alors attention, c'est là qu'on contrôle. Attention, c'est quoi cette planche devant là qui se lève? Attention. Tourne à droite, là, à droite. Attends. Là, ils ont basculé. Bon, c'était prévisible, hein. C'est les derniers mètres du pont. C'était le seul endroit qui était pourri. Et voilà la conséquence. Et elle n'est pas grave, hein. La charrette n'est pas abîmée. On va juste perdre une heure. Ce n'est que le deuxième pont de la journée et nous avons déjà failli perdre la charrette. Il va falloir anticiper chaque passage car nous ne pouvons plus nous permettre un accident.
Bravo. Bon, là, la charrette fait les funambules. Hein. Mais surtout, au fil des jours, il y a de plus en plus de ponts. Voilà, on a fait 1,5 km ce matin et voici notre premier pont. Infranchissable, on doit faire des manipulations. Traverse cassée, traverse cassée. Une petite traverse à replacer. Il y a quand même un peu de boulot. Alors voilà, c'est notre 9e jour sur la péninsule de Massoal. Ce matin, on a fait 1,61 km et évidemment arrive notre première épreuve. Alors d'abord, on passe les bagages. Ça sera plus facile à pousser, ce sera moins lourd sur les traverses. Bon, mauvaise nouvelle, on a fait 300 mètres. Il y a un pont et il est long. Et comme si cela ne suffisait pas, les obstacles deviennent aussi de plus en plus grands. Oh là là, il est super long. Hein. Wow. Il fait quoi, 200 mètres 225 mètres, précision. Et ça va être compliqué. On met nos planches, on bouche les trous, on fait du rapiessage et ça passe. Sauch. Il est 4 heures, on a fait 3 gros ponts et on a fait 5 km dans la journée. Ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Alors c'est le 11e jour, c'est déjà le 8e pont. Et la nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de poutres porteuses. Il n'y a plus de traverse donc, il n'y a que les bandes de roulement et elles sont toutes clouées. Donc, on ne peut pas passer. Mais on a une solution. On va la faire flotter comme au bon vieux temps. En 12 jours, nous avons reconstruit 40 ponts sur la centaine que nous avons empruntée. Nous rallions Cap Est, la pointe la plus orientale de Madagascar. Et Cap Est, c'est pour nous le retour de la route. Voilà, maintenant, Sipkarek jusqu'à Antala. Sipkarek, Wananigne, Sipkarek, Wananigne. Les 11 km restants à parcourir nous propulsent littéralement à Antala. Ouais, on y est presque. On y est là. Au large de la ville se profile le massif montagneux du Marojej. Nous décidons aussitôt d'une excursion pour visiter son célèbre parc national. Nous sommes frappés par une nature luxuriante et la présence d'une forêt primaire, vierge, à perte de vue, enchâssée entre des citadelles imprenables. Nous croisons le très rare Eurysère de Prévost, l'oiseau symbole du parc. Mais nous sommes venus à Marojej pour lui, le propithèque soyeux, le plus rare des lémuriens. Selon les chercheurs, il n'en reste plus que 517 individus. Ah non, 518. Quelle bonne nouvelle! Nous méditons sur les enseignements de Marojej. Il est possible de sauver les forêts si les communautés locales y ont un intérêt pécunier.
Les forêts ont seulement besoin de visiteurs pour survivre. Venez voir Marojej. Ces anges blancs vous le rendront centuple. Nous redescendons de ce nuage vert et reprenons notre progression à travers d'immenses cocoteraies baignées de soleil, de blondes collines veloutées de vétiver. Nous contournons d'immenses lagunes frangées de mangroves et célébrons en famille notre 4000e kilomètre aux portes de Diego, dont la baie ponctuée en son cœur par le pic sacré du Nocilonge est considérée comme l'une des plus belles au monde. Mais au-delà de ces célèbres salines, nous devons décrocher le point le plus septentrional de l'île, une semaine plus au nord. Le cap d'Ambre et son phare dressé dans la lumière semblent fêter notre arrivée. 3 ans après notre départ, c'est une belle bougie pour les 46 ans de Sonia. Maintenant, c'est demi-tour, plein sud. Alors, Monsieur Loret nous a escortés toute la journée et il nous invite à venir dormir chez lui. Merci beaucoup. Oui, de rien. Voilà ma femme. Licia. 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 Voilà, enfant. C'est la ferme du paradis ici. Allons-nous à la maison. Voilà. Vous restez ici. Oh. Oui, dormez ici. Merci, Monsieur Loret. Et... Isolée au milieu des plaines de la région d'Iana, la petite ferme de Monsieur Loret est une des seules exploitations agricoles de la région. Il y cultive 4 hectares d'un riz bien particulier, le riz Madame Rose. C'est votre grenier? Oui. Le grenier de riz? Le grenier de riz. Oh là là, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est plein. Oui, c'est plein. Fais-nous. Ce véritable entrepreneur ne se contente pas d'autosuffisance. Il en récolte 6 mètres cubes par an pour une consommation personnelle de seulement 1 mètre cube. Le reste, il le vend. Madame Rose. Eh ben, on va goûter ça ce soir. Alors, c'est le riz, le fameux riz Madame Rose dans un bol rose. Ce qui est incroyable, c'est que le riz Madame Rose est un riz exceptionnel. Il a une réputation. Et le secret, c'est que le riz normal met 3 mois à grandir, alors que là, pour le riz Madame Rose, ça prend 5 mois. Donc, il a une certaine maturation. Et il est plus grand, plus long. Il est différent. Il est totalement différent. Il est délicieux. Hein. Délicieux. Il y a un marché aussi là-bas. Alors, vous avez bien dormi? Oui, bien dormir. Parce que j'ai bien respecté l'heure. Travailler 1 heure de temps comme ça. Vous avez travaillé hier? Oui, pendant la nuit, l'éclairage de la lune, je travaille. Qu'est-ce que vous avez fait? Labourer la terre. Labourer la terre? Oui. Sous la lune? Oui, sur la lune. Nous entamons le chemin du retour dans des paysages de western dorés par le couchant. Nous contournons la montagne d'Ambre, un immense volcan dont les cendres basaltiques empoussièrent nos journées. Alors, c'est tout marron? Oh, là, partout, quoi. C'est juste ton visage? Oh, c'est juste mon visage. Tu veux voir ton maquillage, toi? Beau maquillage. Mais il y a aussi des rocs volcaniques. Chaque coulée a créé une marche à descendre. Nos nouvelles lames ressorts font merveille. Revel, on y va doucement, hein. On force pas, hein, Revel. Le volcan est contourné, tout s'apaise. Et comme tout arrive un jour, nous tombons nez à nez avec le mur des Tsing de Lankarne. Ces célèbres falaises de calcaire sculptées, hérissées de clochetons acérés et de lames tranchantes. Ces entrailles grouillent d'une faune sépulcrale et à ces cimes s'accrochent des chimères. Là-bas, il y a un cœur. Hein. Là, c'est un rhinocéros cornu. Et là, il y en a un à l'œil du dragon.
nord de Madagascar est un festival minéral que nous bouclons en arrivant à Nosy Be. Place maintenant au festival de la vie sous-marine. Souvenez-vous, dans la forêt de Voéboul, on était parti à la recherche de la plus petite grenouille du monde. Mais là, on part en chasse du plus gros poisson du monde, le requin-baleine. Tanguy, notre capitaine, scrute la mer en quête de signes de vie. Oula, il y a des trucs là. Ah, il est là. Il y en a un là. Waouh. On se prépare les enfants. L'heure de la rencontre a sonné. Tanguy a répertorié 163 individus dans la baie d'Ampasindav, riche en plancton dont ils se nourrissent. D'où l'importance de sa protection, car elle est menacée par un projet industriel chinois très polluant. Alors ma chérie, raconte. C'est magnifique. Nous sommes bénis, comblés par ces rencontres avec la nature en liberté. Ah, quel bonheur. Quelle merveille de voir cet animal en majesté. Et moi, je suis un peu bouleversée. Magnifique. C'est tellement rare, c'est tellement unique, c'est tellement doux et calme. Après les merveilles sous-marines, nous jouissons du paradis terrestre dans la Love Room de Nosy Antsua, un petit îlot sur lequel nous vivons une robinsonnade bien méritée. Ici, le lien avec la nature n'est pas rompu. Les animaux ne craignent pas l'homme et Philae apprend à danser avec une tortue imbriquée. Le jour se lève et des lémuriens passent dans la chambre. C'est inouï. Se faire réveiller le matin par une petite troupe de lémuriens. Nous coulons là des jours de paix et d'harmonie, loin de la fureur du monde et de la dureté des hommes. Mais un jour, un lémurien est venu me transmettre un bien triste message. En m'embrassant et en me caressant la tête comme le faisait ma mère quand j'étais enfant, je ressentis au fond de mon cœur qu'il m'annonçait son départ. Il fallut quitter le paradis pour retrouver du signal. Et le message fut confirmé. Ma mère avait gagné le sien de paradis. Elle a rejoint mon père et me voilà désormais orphelin. Sa mémoire va continuer à vivre à travers une maternité que nous avons construite à Voémar et qui va porter son nom. Et c'est au cycle de la nature que nous allons nous consoler par l'éclosion de petites tortues sur l'île voisine de Nosy Range. Bonjour. Bonjour. Ignace est le gardien d'Irange. Depuis 15 ans, il veille la nuit sur les nids pour les protéger des braconniers et le matin accompagne les petites tortues jusqu'à la mer pour les protéger des oiseaux. Vous me permettez juste le sable. La bébé. Ils sont toutes les unes sur les autres là comme ça. Oh mon Dieu. Il y en a un. Il y en a une là. Regardez ça. Regardez-moi ça.
Voilà. Ah, ça y est, il y en a deux qui sortent là. Et il y en a encore d'autres qui bougent. Attention. Il y en a en dessous. Et non. Voilà, ça y est. Oh mon Dieu. Il y en a les autres qui sortent du trou là. C'est grave. Elles sont trop mignonnes. Et alors, sur un nid avec 100 petites tortues, combien vont survivre sur ces 100 Ça va. à peu près? Sur une centaine, peut-être une ou deux qui survivent. Sur 100? Ouais, sur 100. En 15 ans, c'est 250 000 tortues qu'Ignace a vu naître. Les premières reviennent pondre, mais les plages protégées sont très rares. Nosy Ranch a donc une importance capitale pour la préservation de l'espèce. Nous nous improvisons les gardes du corps de ces petites merveilles, aussi loin que nos palmes nous portent. Puis nos chemins se séparent. Bonne chance, petite tortue. En rentrant vers la plage, je tombe sur les enfants en train de nager avec des tortues géantes. Il y en a partout. Quel baume pour notre cœur! Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. On doit quitter Nosy Be, retrouver notre marche et notre charrette. Mais ça passe par 4 jours de mer à bord de ce magnifique boutre, le Mahatsara. Mahatsara, en malgache, ça veut dire qui fait du bien. Nous en avons besoin, nous qui avons été éprouvés par ces deuils et par tant de péripéties. Mais l'éclosion de ces tortues, les beautés de la nature et le vent dans les voiles nous réconcilient avec la vie. En voyant Philae à la proue de ce bateau, je réalise combien elle a grandi en 4 ans. Oh, belum apa sir? Belum Ya. Ya, Nous sommes heureux de retrouver notre élément. Mais comme d'habitude, nous sommes fauchés dans notre élan. Bon, bah, c'est la deuxième fois en 4 ans qu'on manque de se renverser. Alexandre! Alexandre! Ce n'est pas vraiment une surprise. La suite est une succession de galères dont nous avons le secret et que nous vous épargnons. Car vous l'avez compris, la principale difficulté dans ce pays, c'est de vouloir aller d'un point A à un point B, même sur les sentiers battus. C'est ça le quotidien des malgaches de brousse. Il s'est cassé. Ouais, cassé. En malgache, on dit Milam Kechka. Il faut se débrouiller. Malatrek, c'est jamais fini. C'est jamais fini. On croit que c'est fini, mais c'est jamais fini. Et les 300 derniers kilomètres sont peut-être les plus durs. Souvent, on nous demande pourquoi nous faisons tout ça. La réponse est peut-être là. C'est comme ça que nous sommes heureux. Se lever le matin sans savoir ce que nous réserve la journée, c'est ça le bonheur pour nous. Et tout devient cadeau. J'ai entendu des lémuriens au-dessus de nos têtes. Oh, c'est pas vrai. Ouais. Ils sont là, ils font. Ah, il est là le propithèque. Oh mon Dieu, propithèque de coquerelle. Il y en a deux. Des vrais sauvages. C'est la deuxième fois qu'on en voit. Oh, qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. Ce qui est exceptionnel, c'est que nous ne sommes pas dans une réserve et qu'ils sont là, libres, chez eux. Nous sommes tous fascinés. Bon voilà, ça fait 4 ans qu'on est à Madagascar et c'est la deuxième fois qu'on voit des propithèques sauvages, dans une nature sauvage qui ne doit rien à des gens pour la protéger. Tout le plateau d'Antony Bay est désert, avec quelques forêts couloirs où les primates peuvent se réfugier, d'où l'importance de les protéger. C'est leur dernier habitat. Quant à la piste, il faut bien qu'elle mène quelque part.
Et j'adore la flairer comme Mario qui marche devant en éclaireur. Et c'est parti pour la dernière ligne droite. Coup de chance, nous sommes tombés sur la meilleure piste du pays. Sans boue et sans pierre, sans trafic, sans sable et sans galère. La sensation est surréaliste. Je viens t'aider à porter. Attention au dos là en fin de journée. La journée a été longue quand même. Ça fait 4 ans qu'on marche. Des milliers de jours qu'on marche. Mais c'est jamais facile et c'est toujours aussi fatigant en fait. Ne croyez pas qu'on s'habitue et qu'on est des surhommes. On est juste comme vous et on est fatigué après 25 km. Il y a la fatigue, il y a la routine aussi. Et nous pourrions marcher ainsi dans un éternel recommencement. Mais non, il est temps pour nous de transformer cette moisson de kilomètres, cette moisson d'enseignements et de rencontres, en farine nourricière. Et, de retour au bercail, la transformer en pain de l'aventure. Un pain à partager avec tous les amoureux de ce pays. Allez, famille Lalan. Hop, hop, Dawende. Reraka. Nous sommes écrivains-réalisateurs avant d'être des voyageurs. Nous devons rentrer pour partager tout ceci avec notre public. Avec vous, tout simplement. Nous allons redevenir sédentaires, derrière un bureau, à mûrir longtemps tout ce soleil, toutes ces épreuves, tous ces trésors du bout du monde. Et voilà pour le dernier déjeuner de Madatrek. Il semblerait que tous les éléments nous bénissent. On a réussi à trouver cette rivière extraordinaire. Je dois dire que depuis 6 jours, on n'a pas été contrarié. La route a été extraordinaire. Les éléments étaient avec nous. Alors Ulysse, ça te fait quoi de savoir que dans 2 ou 3 jours, la charrette s'arrête? Moi, ça m'attriste beaucoup puisque c'est un peu toute ma vie, quoi. C'est à peu près la moitié de ma vie. Je suis arrivée à 6 ans, je repars à 11 ans. Ça fait la moitié de 12 à peu près, 6. Donc c'est la moitié de ma vie et j'ai pas de souvenirs ailleurs, moi. Le seul souvenir que j'ai de France, c'est quand j'allais à l'école le matin et que je voulais pas y aller. C'est la seule chose que je me souviens, mais sinon... Et comment tu ressens la perspective d'y retourner? Ça m'attriste un peu, mais c'est une page qui se tourne. Et voilà, on quitte notre dernier déjeuner. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de savoir que c'est bientôt fini? Pour moi, c'est triste, quoi. Tu vois, de séparer, c'est loin, l'équipe séparée, c'est quand même... tu vois, au niveau de l'ambiance, c'est rigolant, qu'on est ensemble. Ça fait lourd, quoi. C'est lourd, hein. Mais... Toutes les choses ont une fin. Ouais. Et pour les enfants, ça va être dur aussi de quitter ses habitudes. Cet oncle Revel, qui est devenu vraiment un membre de la famille, leur grand frère, leur oncle, mon frère, et leurs conversations au quotidien. Et cette musique, cloc, 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 qui a fait partie intégrante de notre vie. La vie va être différente sans ça. Il va falloir reprendre notre place dans le trafic. Je ne parviens pas à recueillir l'émotion de Philae à la caméra. Elle m'évite toute la journée. C'est trop dur pour elle. Elle confie pour l'instant son chagrin à son zébu chéri. Mais elle pourra se consoler avec Mario, car la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre en France avec nous. On est triste parce qu'on sait que c'est une vie qui va prendre fin. On s'inquiète aussi du sort de nos zébus, de notre charrette, énormément de nos gars qu'on aime beaucoup. On va tous retourner chacun dans nos vies, ailleurs. Ça va éclater en fait. Et
Et c'est dur. C'est dur mais en même temps, moi, j'étais très soulagée de rentrer quand même. Je me disais, bon, c'est bon, maintenant, on passe à autre chose. Et en fait, non, c'est dur de passer à autre chose. Surtout quand c'était aussi engagé. Dans quelques kilomètres, nous retrouvons le goudron et ses périls. Pour tout un peuple, Madatrek est une fête qui est célébrée aujourd'hui. Bon, le bienvenue. Merci beaucoup, Satabatak. Bah oui, la fin de la route pour nous, c'est le grand baobab de Majinga, qui est un peu l'emblème de la ville. Alors l'idée, c'est d'en faire 7 fois le tour, car quand on en fait 7 fois le tour, c'est la promesse du retour, et qu'on reviendra à Madagascar. Ça y est, on le voit, le baobab, là, ça y est. Ouais. Le compte à rebours a commencé, Oui. Allez, 7e et dernier tour. C'est la dernière. La dernière. Et voilà. Le grand baobab n'était pas le dernier tour de roue de Fanantenan. Elle doit retourner au bercail, au kilomètre zéro. La RN4 qui mène à la capitale est trop dangereuse pour une charrette. Alors nous avons trouvé un moyen bien plus marrant pour nous y rendre. Et le tuk-tuk est là. Et on est paré pour une grande aventure. Le compte à rebours a commencé, inexorable, qui va nous arracher à cette terre que nous avons tant aimée, où nous avons tant marché, tant vécu, si intensément. Défilent dans notre tête ces paysages immenses, sans cesse renouvelés, ouverts sur l'infini. Cette liberté quotidienne, affranchie du temps, cette lumière crue, ces couleurs franches, ces reliefs tourmentés. Nous allons quitter ces mains secourables, piroguiers héroïques, paysans coriaces, qui nous ont relevés quand nous tombions, qui nous ont portés à bout de bras, supportés, poussés, mon Dieu, poussés à tout rompre. Madatrek n'est que gratitude pour tout un peuple. Pour des hommes qui ont changé notre cœur de pierre en cœur de chair. Ici, tout est partagé, tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre vie. Madagascar, nos destins sont liés. Cette terre rouge où nos enfants ont grandi, appris à aimer auprès des plus fragiles. Au prix de tant de sacrifices. Avec qui nous avons souffert, par empathie. Perdu un père. Perdu une mère. Tous ses amis d'un jour, parmi les plus pauvres. Enfants au cœur pur, par milliers, pour qui nous étions des vaïnes, des invités, des frères. Tout arrive à point. Si nos pas ont fait du bien à ce pays, nous n'aurons pas marché en vain. Madagascar mérite d'être protégé, visité, développé, si nous voulons que nos générations futures puissent contempler son inestimable biodiversité. Merci.